d'énormes conneries à faire. Aujourd'hui, on ne va pas fabriquer un Pokédex. Non, on va donner vie à un Pokéflex. Un Pokédex qui fait tourner Pokémon Go, le tout sans émulation. Enfin, on va essayer. Pourquoi sans émulation? Je vous laisse vous renseigner sur les récentes news à ce sujet. Alors, c'est quoi un Pokéflex? C'est simple, c'est un petit Raspberry Pi avec un écran tactile, le Google Play Store et Pokémon installé dessus. Ajoutez à ça une coque en PLA qui ressemble à un Pokéflex, mais en noir. Histoire d'éviter le strike, parce que bon, on tient notre chaîne YouTube ici. Est-ce que changer une couleur va suffire pour l'éviter? Bien évidemment que non, mais comme je n'ai pas de rouge, il fallait bien trouver une excuse. Donc l'objectif d'un appareil qui dit « Oui, je suis un geek. Oui, je veux jouer à Pokémon Go de manière inédite et originale. Et oui, je suis prégaré pour que ça marche. » D'abord, il faut installer un OS qui accepte le Google Play Store, et vous allez voir, il y a eu quelques déboires. Pour ce projet, je vais vous représenter sous la forme d'une timeline pour que vous puissiez comprendre à comment j'en suis arrivé là. D'ailleurs, petit teaser, j'ai fait une énorme connerie à un moment qui va me coûter très cher. Amusez-vous à trouver laquelle dans le commentaire. Et si jamais tu te demandes, oui, ça demande un petit peu de patience. Non, je suis clairement pas un expert en Raspberry, et d'ailleurs, je vous demanderai d'être un peu indulgent avec moi. Mais honnêtement, c'est fun de voir ce truc fonctionner. Pour ce projet, j'ai dû commencer par faire ce qu'on appelle dans le jargon un CDC, soit un cahier des charges. C'est comme réfléchir au trajet des vacances pour aller à Burke. Tu penses à toutes les routes possibles pour prendre la meilleure. Je vais pas tout vous énumérer, mais en gros, avoir une machine stylée dans un style un peu rétro qui fait tourner des jeux sur le Google Play Store avec une gueule de Pokédex. Pour le Pokédex, on s'inspirera de celui de Kanto dans Rouge Écarlate. C'est celui qui propose le plus de place pour y caser aisément. Parce que vous allez voir que mettre tout ça dans une petite boîte, c'est comme faire rentrer un réflexe dans une Smart. Et c'est pas très facile. En ce qui concerne les composants, le hardware, comme dit précédemment, je vais me tourner vers un Raspberry Pi 4, qui est en fait un petit ordinateur de la taille d'une carte de paiement. Ce sera parfait pour ce projet. Et ce petit écran vachement sympa est de chez Electro. J'ai pas de sponsor, mais c'est pas mal comme matos. Maintenant que j'ai l'équivalent de mon GPS et de ma voiture, je sais où aller. On va définir à la grosse combien ma machine va consommer. D'après les infos que j'ai trouvées, un Raspberry Pi comme le mien, ça consomme au maximum 1,5 A/h la Wi-Fi activée. On rajoute à ça l'écran tactile qui en consomme 600 mAh, ainsi que deux ventilateurs, soit au total 2400 mAh maximum. Et moi, je veux que ça tourne pendant 6 heures, donc au moins 14 400 mAh. Au début, je voulais me chauffer à dimensionner mes batteries moi-même. Cependant, j'ai appris en faisant mes recherches que certains constructeurs d'un certain pays mentiraient sur les performances. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je n'ai pas voulu m'aventurer davantage. Ce sera donc en partie le sujet d'une future vidéo. On se contentera d'une batterie déjà faite. Ce qui est sympa avec Raspberry, c'est qu'il y a une chier d'OS fait par des goats du domaine et qu'une fois qu'on a compris comment l'installer, c'est plutôt simple à faire. Il nous faut un installateur qui s'appelle Imager, c'est l'équivalent de ton installateur Windows. Sauf que là, tu règles ton OS selon ton modèle et tu as le choix entre une librairie ou installer un OS custom. Comme je veux faire tourner des jeux de téléphone, j'ai trouvé un custom d'Android 15, j'ai Constacan, ce qui devrait me simplifier la vie. Donc une fois l'OS installé sur ma carte SD, je vais aller dans le fichier config.exe pour y coller les instructions que la machine devra faire au lancement pour régler l'écran tactile. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire le montage du système. Tout d'abord, pour procéder au test, nous allons partir juste sur l'écran, la Raspberry et le connecteur. Après, on viendra remettre un radiateur avec un petit ventilo pour faire le refroidissement, ou deux, ça dépendra du airflow. Donc, pour le montage, c'est extrêmement con. Vous avez ici un 26 pins. L'objectif, ça va être de le connecter sur la Raspberry, mais en faisant très attention parce qu'il faut que ça aille du début vers la fin et pas de la fin vers le début. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, on va venir gentiment connecter sans flinguer les pins, sinon on pleure parce qu'on a niqué la carte. Et normalement, si on a bien géré, on peut connecter celui-là, donc le port HDMI, ici. Hop. Voilà. Donc là, normalement, c'est fonctionnel.
Donc ici, là, il y a la carte SD où on a fait l'image tout à l'heure. Maintenant que je vous ai montré comment faire les branchements, on va juste repasser sur mon écran de PC pour que vous puissiez mieux voir l'installation. Et également pour venir brancher mon alimentation. Donc là, comme vous pouvez le voir, deux LED s'allument. La rouge signifie que l'alimentation est bien continue. Donc s'il n'y a pas de clignotement, c'est parfait. La verte correspond à l'écriture de votre disque. Je me retrouve avec un Android vierge. On va devoir installer de quoi pouvoir continuer. On commence par installer Aptoide, ce qui va nous permettre d'avoir une librairie de logiciels en attendant d'installer le Google Play Store. Avec ça, j'installe Edge. Non pas que ce soit mon préféré, mais il va juste me servir de plateforme de téléchargement pour ce qu'il me faut. Ceci étant fait, je vais aller télécharger MindTheG App sur GitHub, qui est un package de services Google qui contient le Play Store. Pour l'installation, je dois passer en mode développeur, donc c'est un peu comme ton petit téléphone, tu cliques 5 fois sur le bit pour débloquer les options. Ensuite, on part dans le dossier système pour avoir les settings Raspberry et y cocher le recovery boot, après quoi on redémarre la machine. On installe le package, ce qui nous offre l'accès au Play Store. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est Zerator. Non, je déconne. Si tu crois que c'est fini, t'es loin de la vérité. Certes, le Play Store est installé, mais notre machine n'est pas encore certifiée par Google. Il va falloir se connecter sur le Raspberry depuis le PC. Je vais utiliser l'outil ADB, Android Debug Bridge, avec un protocole SSH, Service Shell, qui lui sert à sécuriser la ligne. Comme vous pouvez le voir, quand j'active les deux compères, j'obtiens des adresses IP. Nous aurons besoin de l'adresse IP ADB par la suite, donc notez-la. Maintenant que nous sommes repassés sur le PC, il faut download SDK Platform Tools, qui est un kit de développement fourni par Google pour communiquer avec des machines sous Android. On met tout ça dans un fichier facilement retrouvable, on copie l'adresse et on la colle dans l'environnement variable du système avancé, pour que l'ordinateur la reconnaisse. Bon allez, on souffle un bon coup, c'est bientôt fini. C'est technique, mais c'est très satisfaisant quand ça passe. Passons à présent dans le CMD, pour dialoguer avec le Raspberry façon interrogatoire musclé avec cette ligne d'instruction. Coopère. Maintenant qu'il a coopéré, on récupère l'ID unique pour aller le coller sur ce site. Il permet à Google d'identifier ta machine comme safe. Je me connecte au Google Play Store puis télécharge Pokémon. Mais si vous êtes attentif, vous devriez vous souvenir que j'ai fait une connerie et voir que la vidéo est loin d'être terminée. Alors que pour autant tout a l'air fonctionnel. Eh bien ce n'est pas de ma partie software qui merde, mais l'écran. Oui, le même écran que j'ai encensé il y a 5 minutes. En fait, il fonctionne du feu de Dieu, je ne dirais pas le contraire. Simple d'installation et tout, mais il n'est pas compatible Android. Je n'ai pas fait gaffe en le prenant parce qu'il a écrit compatible Linux. Et Android c'est quoi? Un dérivé de Linux. Donc comme aucun écran que j'ai trouvé n'écrivait clairement qu'il tourne sous Android, et que mon écran de PC marche, je me suis dit, vas-y c'est good, et ben non. De facto, si tu as un écran compatible, tu peux t'arrêter là, mais pas moi, qui vais devoir jeter 2 semaines de travail acharné juste parce que je suis con. Mais encore une fois, big up à Electro, votre matos est vraiment cool. Si vous passez par là et que vous avez une solution pour faire tourner l'écran, je suis preneur. Note pour les cracks en communautaire, j'ai essayé d'installer l'écran sur une machine virtuelle Debian en super user. Ça se lance, mais à ce qu'il paraît, il manquerait des daemons, mais je ne sais pas lesquels. Bref, revenons à la vidéo. On a réussi à installer l'OS une fois, on pourra peut-être le faire une seconde fois. Pour résoudre le problème, je vais me tourner vers un OS permissif et compatible avec l'écran, Ubuntu. Et plus précisément, sa version Bulleyes. Il est facile à installer, donc je vous passe les détails. Il faut installer une machine virtuelle d'Android 15 dessus. Comme ça, l'écran sera indexé sur Ubuntu et non Android. Ça va ramer sévère, mais c'est le prix à payer pour réparer ma boulette. Petit aparté, mais si vous êtes intéressé, on se fera un live Pokéflex V2 où on refera une opti avec un vrai Android dessus. Pour avoir Android sur ma nouvelle plateforme, il faut utiliser Waydroid, que je vais installer avec cette liste d'instructions. Je précise que ce n'est pas une émulation, j'utiliserai une vraie version du Play Store avec mon compte associé dessus.
On réinscrit la machine parce que ce n'est pas la même OS, et c'est good, on y est enfin. La dernière difficulté est maintenant de faire tous les réglages pour que ça démarre en format portrait et sur Android, non sur Ubuntu au démarrage. Voici les scripts. Ce script 6 sert à faire suivre le tactile, parce que si on fait juste une rotation de l'écran sans faire pivoter le tactile, on va avoir un truc moche. Là, nous avons les coordonnées de rotation. Voici les 3 autres au cas où. Ici, notre calibrage, pour que le stylet ne soit pas décalé. Et finalement, les instructions de démarrage. Avec ça, on lui indique chaque étape de l'ouverture, démarre au Android, attend un certain temps, que tout soit opérationnel et lance Pokémon Go. Il ne reste plus qu'à appeler ce script dans le fichier config.cfg de tout à l'heure et le tour est joué. Bon, le plus dur est passé, promis, on va se tourner vers quelque chose de plus habituel, c'est-à-dire la conception. Pour ce coup-ci, j'ai utilisé du PETG. Ça change un peu du PLA, mais c'est pas pour rien. Le PETG, en plus d'avoir un tarot équivalent au PLA, supporte mieux la chaleur. Pourquoi? À cause de sa température de transition vitreuse. Et la transition vitreuse, c'est le moment où ton polymère commence à se ramollir. Le PLA, il plie vers 55 degrés, et le PETG, lui, il tiendra facilement jusqu'à 85 degrés sans broncher. Donc pour un boîtier qui contient de l'électronique, c'est juste parfait. Parce que oui, mine de rien, notre Raspberry va chauffer un petit peu. Et si tu veux pas que ton Pokéflex se transforme en chewing-gum de bureau, autant le prévoir maintenant. Côté autonomie, j'ai mis une batterie de 20 000 mAh. À consommation max, il tiendra donc 8 heures. Mais comme on n'est jamais rarement à fond, on tapera plus vers du 10-12 heures à usage réel. Et pour le style, j'ai refait le bouton et le bloqueur de câble en bleu. Le même que pour l'Ocarina. Ça contraste de fou avec le noir et le blanc, et c'est pile ce qu'il faut pour garder un côté rétro mais élégant. Mais attends, c'est pas le bon timelapse ça? Non, je déconne, les vraies pièces sont juste là, planquées derrière. Ah, et là, le moment de vérité, est-ce que ça marche? Ah voilà, le Pokéflex fonctionne, il lance Pokémon, et il a même un petit air de Pokédex. Bon, ne dis pas Bulbizarre Pokémon de type plante, mais ça c'est pour une future version. Et moi, pendant que certains passent des centaines d'heures à essayer de capturer des shiny, j'en passe des centaines à essayer de faire fonctionner un écran pas compatible. Et honnêtement, c'est tout aussi épique. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois je fabriquerai une vraie Pokéball. Enfin, presque vraie. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, clique sur la cloche et commente attaquez tous. Parce que franchement, le Pokédex il mériterait pas d'être classé sans suite. C'était le Raptor et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Si toi aussi tu veux savoir comment je lutte pour la liberté, va checker la vidéo qui apparaît maintenant.